Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute, fidèle à ce programme télé sur ESAE TV, ce dimanche avec ma collègue Billy Gailaibi, on reçoit pour vous le maire de la commune de Grand Popo, Jocelyn Ayi. Avec lui, on parlera développement local et politique de la commune de Grand Popo. On parlera de la rentrée à Grand Popo, comment la rentrée scolaire a eu lieu à Grand Popo, comment se portent les populations de Grand Popo, il nous le dira. Et il nous parlera également de cette récente décision qu'il a prise qui fait cas de l'interdiction d'une organisation de fête de Yeke Yeke dans la commune de Grand Popo. On parlera également du tourisme dans cette commune-là et également de la protection côtière qui est une action menée par le gouvernement très saluée par les populations de Grand Popo. On n'occultera pas, vu qu'on est avec un maire ce jour, on n'occultera pas de parler de la réforme du secteur de la décentralisation, autant pour moi, de la réforme du secteur de la décentralisation. On va essayer de voir après expérimentation, selon lui, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que pour lui, cette réforme ne mérite pas quelques toilettages? Jocelyn Ayi, bonjour. Bonjour à vous, cher ami Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci de nous faire cet honneur de quitter Grand Popo, juste pour une émission et de vous rendre à Cotonou. C'est un plaisir renouvelé d'être toujours avec vous. Merci beaucoup. Billy Gailaibi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être avec moi pour conduire cet entretien. C'est un plaisir. Monsieur le maire, on va démarrer par la rentrée scolaire 2024-2025 qui a commencé officiellement le lundi 16 septembre dernier. Comment ça s'est passé à Grand Popo à votre niveau? Je tiens d'abord l'entendre vous dire merci. Merci pour l'intérêt que vous portez à la commune de Grand Popo, et également au développement de cette communauté et au bien-être de cette communauté également. Vous savez que le lundi dernier, effectivement, il y a eu la rentrée sur l'étendue du territoire national au Bénin. Elle a été également effective au niveau de la commune de Grand Popo. Et je pourrais vous dire, pour ce qui a été constaté sur l'ensemble des établissements que nous avons sous notre juridiction, que la rentrée s'est passée dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas eu de situation autre. Il faut dire que c'est le premier jour de la rentrée. Vous savez que nos établissements sont des établissements qui ont été construits à un moment et qui ont besoin également d'un peu de touche, des conditions à créer autour de nos frères et sœurs, de nos enfants, pour que la rentrée se déroule dans de très bonnes conditions. Il est vrai que quand il y a à faire, il faut continuer toujours par le faire. Nous travaillons de façon progressive à pouvoir créer les meilleures conditions qu'il faut à nos apprenants, et également aux collèges d'enseignants qui sont autour de ces apprenants pour que le milieu, en fait, leur soit favorable, mais également facile à pouvoir transmettre le savoir ou à partager le savoir avec nos apprenants. Je suis satisfait, Kader. Oui. Permettez-moi. Allez-y. Monsieur le maire, vous parlez de bonnes conditions et de collèges d'enseignants. Je me permets quand même si vous avez dit qu'il y a des actions qui sont menées pour bien faire, pour améliorer. Est-ce que tous les enseignants sont au poste à l'heure actuelle? Déjà, je vais en profiter pour remercier le gouvernement et également le ministère de la Santé et de l'Éducation, autant pour moi, pour tous les efforts qui sont consentis. Les efforts qui sont consentis pour que nos apprenants aient à leur côté les enseignants de qualité, également pour que tous les établissements soient pourvus d'enseignants. C'est vrai qu'au début comme ça,
tous les établissements ne sont pas couverts. Il y a peut-être un qui manque quelque part, deux qui manquent quelque part, trois qui manquent. La rentrée a eu lieu, mais nous aurons l'occasion de refaire en fait une visite sur l'étendue de notre juridiction et voir et faire une évaluation pour savoir au niveau de chaque établissement le nombre d'enseignants qui manquent et maintenant faire également le plaidoyer pour que ceci ne tarde pas et pour que le ministère également ou la direction départementale puisse se pencher sur ce sujet et faire venir les enseignants qui manquent au niveau de chaque établissement. Au niveau de chaque établissement. Alors, dites-nous, est-ce qu'à Grand Popo, il y a de ces écoles qu'on pourrait qualifier s'inscrivant dans une zone rouge, par exemple, des zones où, par exemple, il y a beaucoup d'eau dans la cour de l'école, ce qui entrave un peu la mobilité des apprenants et également des enseignants, des zones où les conditions empêchent ou contraignent les usagers à fréquenter la dite école de façon saisonnière. Merci. Vous savez, Grand Popo, comme je l'ai dit, j'ai souvent l'habitude de le dire, Grand Popo est riche de son paysage, de son climat. Ce qui voudrait dire que Grand Popo, nous sommes une commune complètement entourée d'eau. Nous avons l'océan, nous avons le fleuve Mono, nous avons le lac Aimé et nous avons également la lagune. Et tout ceci, à des moments donnés, reçoivent de l'eau, des affluents. Et nous connaissons, excusez-moi, très souvent des périodes de crues. Alors, déferlement de l'océan par ici, le fleuve Mono également, de façon périodique. Nous comptons 7 arrondissements, 2 arrondissements urbains, 5 autres que nous appelons arrondissements ruraux, ce qui voudrait dire que ces arrondissements sont sujets à ces montées d'eau ou à l'inondation de façon périodique. Présentement, nous n'avons pas encore de ce cas, mais nous savons que ça va arriver parce que périodiquement, nous vivons la situation, mais nous prenons des dispositions déjà parce que là, pour ne pas être vraiment surpris par le phénomène, nous avons mis en place un comité qui travaille à cela, un comité qui veille aux catastrophes également. Vous savez, l'inondation, c'est également une catastrophe, donc nous veillons à ça. Nous avons un plan de contingence qui nous permet de prévenir, d'accord? Également, nous prévenons sur tout ce qui peut déjà venir à constituer de difficultés. Nous essayons de mettre en place ce qu'il faut pour que pendant, si même ces aléas se produisaient, qu'on puisse réduire les effets et qu'après cela également, tout ce qu'il faut pour que la vie continue comme cela se passe. Est-ce que par le passé, sous votre règne, vous avez été confronté à de telles difficultés au cours d'une année scolaire? Bien sûr, ça c'est même fréquent. Ça fait, je vais dire que c'est le bonbon de la commune. Je ne vous coupe pas à vous demander si l'année scolaire 2023-2024, vous en êtes satisfait? Oui, 2023-2024, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une diligence. Une fois qu'on a réactualisé notre plan de contingence, il faut dire que le gouvernement, à travers le ministère cadre de vie, nous a beaucoup appuyé, et ceci en anticipant sur l'ouverture de l'embouchure. Vous savez que l'embouchure, comme je le dis très souvent, l'estuaire, c'est la rencontre entre l'océan et puis l'eau douce. Alors, quand le passage n'est plus facile et que l'eau, on reçoit les eaux des autres affluents, nous constatons qu'il y a des débordements. Et c'est de là que nos villes, nos villages, et puis les écoles, comme on est en train de parler des établissements, même les habitations reçoivent massivement d'eau. Mais l'année passée, nous avons connu une anticipation, mais dont les résultats ont été vraiment positifs et palpables. Ce qui fait que le niveau d'eau n'a pas été celui qu'on connaissait ou on a connu les années antérieures, mais acceptable et facile à gérer. Facile à gérer. Facile à gérer. Alors lorsque ça arrive ainsi, est-ce que vous délocalisez l'école ou vous trouvez des mesures d'adaptation? Oui, il faut dire que pour certaines écoles, présentement, nous sommes en train d'adapter en fait les classes à ces situations. Donc, c'est des classes pilotis que nous avons présentement, que nous sommes en train de mettre en place. Mais effectivement, il y a des cours qui prennent l'eau.
Alors, donc, pour y aller, c'est qu'il faut prévoir tout au moins une barque pour transporter les enfants jusqu'à ce niveau avec les accessoires de sécurité qu'il faut. Il y en a où on n'arrive pas parce que les enfants, l'eau va juste dans les classes, où le niveau de la cour fait que les enfants ne pourront pas accéder. Donc là, ça fait une fermeture. Et ça, c'est une situation qui nous préoccupe. Et il va falloir... Nous sommes en train de chercher des solutions. Mais lorsque vous allez à la fermeture, est-ce que vous ne transférez pas ces élèves-là vers d'autres écoles? C'est ça que je voulais parler. Oui, il y a des écoles où la situation est moins grave. Ces écoles, établissements reçoivent, avec les jumelages qu'il faut. Mais après ça, les enfants retournent. Mais il faut dire qu'il vaut mieux qu'on essaie, c'est ça que nous avons aujourd'hui comme option, que même étant là, que les enfants puissent avoir les conditions. C'est pourquoi nous avons décidé, et présentement au niveau de du collectif budgétaire que nous venons d'élaborer, nous avons donné le maximum d'attention qu'il faut par rapport à ces établissements. Donc un investissement fondamental sera fait pour travailler sur les modules de classe que nous avons et pouvoir les adapter un tant soit peu à ces aléas que nous vivons chaque année. On va parler à présent. Oui, toujours par rapport à l'école, si Billy permet, bien évidemment. Alors, lorsque ça se passe ainsi, lorsqu'il y a de l'eau, par exemple, il y a des barques qui permettent aux enfants de venir dans l'école, on sait que l'eau, tout de suite, ça attire beaucoup d'insectes, beaucoup d'espèces. Alors, qu'en est-il des précautions que vous prenez quand même pour que les populations qui sont les plus démunies ne soient pas exposées à des risques de maladies. Et même les apprenants également. Il ne faudrait pas qu'en allant à l'école, ils aillent peut-être choper quelque chose. Oui, ça c'est vrai, ça nous préoccupe. Parce que lorsque nous parlons d'une communauté, il faut que la santé y ait, le bien-être et la santé est primordiale. Alors, j'ai parlé d'anticipation, j'ai parlé d'intervention qui se fait en amont. Et comment nous agissons. C'est-à-dire que ces enfants, d'abord, il y a une phase de sensibilisation accrue au niveau de la population. Donc, toute la communauté est informée de ce que, d'ici à là, nous pouvons nous retrouver en face de cette situation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer déjà par protéger les enfants. Ça, c'est des mesures que nous prenons bien avant que la situation se comment vous arrivez à les protéger? C'est les autorités qui prennent les mesures à elles seules ou bien les parents aussi avec? Donc, vous savez déjà, les parents, à un premier niveau, déjà, c'est l'attention portée à l'enfant. Et après ce rideau, nous, par exemple, en tant qu'autorité, nous appuyons, il y a la sensibilisation, que nous utilisons tous les canaux de communication pour informer les parents, pour que les parents aient à vue d'œil les enfants. Qu'on ne laisse pas aller à gauche et à droite. Maintenant, les comportements à avoir. Si entre-temps, il y a déferlement une nuit, comment est-ce qu'il faut agir? C'est vrai que la communauté est habituée, mais vous savez, on ne sait jamais le niveau. Ça peut être moins, ça peut être plus élevé que l'année passée ou que la fois passée. Donc, on leur donne tout ce qu'il faut comme mesure d'abord à appliquer. Nous avons avec nous des corps de contrôle qui nous appuient. La Croix-Rouge, par exemple, alors, qui sont là pour secourir. Nous avons l'ANPC. Donc, il y a des structures administratives, gouvernementales qui nous appuient. Au niveau de la commune, nous aussi, nous essayons de notre budget de mettre à disposition également une part pour pouvoir appuyer tout ceci. D'où la mise en place même des soins d'urgence. Des soins d'urgence pour pouvoir intervenir avant de pouvoir référer un cas sur le cas. Et l'hôpital est vraiment opérationnel? Oui, donc, vous savez que zone, Grand Popo, nous avons un centre de santé, mais pour des cas vraiment très, très graves, très poussés, on réfère à l'hôpital de zone qui est commun. D'accord. Alors, donc, c'est ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, je vais en profiter pour dire merci au gouvernement. Alors, pour qu'il y ait une vigilance, la vigilance qui est mise en place aujourd'hui, c'est surtout l'activation des agents communautaires de santé, les relais communautaires de santé. Alors, lorsque je parle de relais communautaires de santé, c'est des jeunes volontaires, d'accord, qui ont été recrutés
et qui ont reçu la formation qu'il faut pour secourir. Aller vers les familles dans nos contrées pour voir les cas de maladie. Vous savez, il y a des enfants qui sont malades et nos parents cachent ça parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors ceux-là, ils vont dans les familles, ils sont outillés. Pas plus tard que 2 semaines, on a mis à disposition tous les équipements qu'il faut pour pouvoir aller d'un village à un autre, d'un quartier à un autre. Et uniquement pour la santé, uniquement pour le bien-être. Alors ces relais communautaires, ils ont autour d'eux ce que nous appelons les ASCQ. Les ASCQ, c'est les agents de santé communautaire qualifiés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un cordon et tout ce monde-là travaille avec le major et le médecin-chef. Vous voyez, avant qu'on ne parle d'un cas référé à l'hôpital de zone où on verra le médecin de zone qui doit intervenir à son niveau. Donc c'est tout un cordon mis en place pour veiller à la santé, pour veiller sur nos enfants et même nos parents, pour que, nous sommes exposés au palu, nous sommes exposés à d'autres maladies, très souvent parce qu'on parle de choléra, toutes sortes de maladies qui pouvaient attaquer. Mais sinon, quand même, il y a des cliniques privées, il y a un hôpital. Clinique privée, non, il n'y a pas de clinique privée. Vous savez que le gouvernement a bien fait d'assainir un peu ce corps. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas autorisé, vous ne pouvez pas agir. Alors, donc, ce qui se fait, la diligence qui est menée, c'est d'abord sur place, les relais communautaires, les ASCQ et les centres de santé avec le médecin-chef et le major qui est sur place là. Quand le cas est véritablement pointu, donc il faut déférer vers l'hôpital de zone qui se trouve à Comé. Qui est à Comé. Ouais. Alors, si Billy permet, on parle toujours de Grand Popo. On a quand même envie de se poser la question de savoir comment se porte la population de Grand Popo aujourd'hui. Oui, la population. Vous direz bien, forcément, mais comment se porte réellement-elle? Bon, bien, vous savez que c'est une façon également de donner confiance et espoir. Oui. Elle se porte bien. Et quelles sont bien vos entendu. relations? Oui, elle se porte bien. Elle se porte bien, mais bien nous, quand vous nous voyez ici, nous nous portons bien. Mais ce n'est qu'une façon de parler, de dire on se porte bien, mais nous sommes tous des malades ambulants. Et quelles sont vos relations avec la population de Grand Popo? Mais mes relations sont de très bonne qualité parce que je suis natif de Grand Popo. Et vous savez que chez nous, il est difficile de jeter ou de renier un enfant. Et même si l'enfant arrivait à salir la cuisse de sa maman, elle ne va pourtant pas le jeter, non plus chercher à tailler avec le couteau sa cuisse. Donc, vous êtes déjà à un niveau de responsabilité. Et déjà, ce que vous faites, ne pensez pas que tout le monde pouvait vous porter. Et si tout le monde vous portait, c'est grave. Parce que ce qui en fait, ce qui induit le développement, la réussite, c'est d'abord la contradiction. S'il n'y a pas la contradiction, vous n'évoluez pas. Donc moi, je ne pense pas être applaudi de tout le monde, mais je voudrais bien être applaudi d'un côté et être contredit d'un autre. Et je fais la synthèse de ça, et ça me permet d'avancer parce que je m'arrête un instant et je cherche à savoir ce que l'autre me reproche. Et lorsque j'ai connaissance de ça, alors que vous m'acceptez, mais Kader, non, il me reproche des choses. Dès que je m'approche de Kader, puis je sais ce qu'il me reproche, là, c'est une opportunité que je me donne. D'aller au fond de moi-même, d'y travailler, de voir les résultats, les réponses que je peux apporter pour corriger un tant soit peu. Si je n'ai pas la possibilité, je ne peux pas aller au-delà. Et il le saura. Je vais le lui expliquer parce que j'ai également des limites par rapport à tout ce que je fais. Vous parliez de reproches tout à l'heure. Alors, que reprochez-vous à la communauté gay, ceux qui célèbrent la fête communément appelée le Yeke Yeke, puisque vous avez interdit il n'y a pas longtemps la célébration de cette fête-là? Merci, je pense que ça, vous êtes très bien informé, vous jouez vraiment, véritablement votre rôle. Je commence par vous dire d'abord que moi-même, je suis gay. Alors, donc vous voyez que c'est déjà une contradiction que moi-même, d'abord en tant qu'acteur,
à ce niveau, au niveau de la communauté, est fils gain, de culture gain. Et qui a souvent pris part à cette célébration. Et qui a souvent pris part à cette célébration, même celle que nous venons d'avoir. J'ai pris part active à cette célébration. Elle a lieu où? Comment? Bon, vous savez, c'est tout un processus. Ça commence d'Agoué, ça va à Glidji dans le Togo et ça revient à Agoué. Parce que gain, si nous parlons de gain au Bénin, ce n'est qu'à Agoué la racine. C'est vrai que dans les autres contrées au Bénin, nous avons des dignitaires qui célèbrent également, dont ces divinités sont présentes dans ces localités. Mais la racine, lorsque nous parlons racine culturelle, gain, ça, c'est Agoué. Alors tout dernièrement, je me dis, je ne me suis pas opposé à la fête. Je ne me suis pas opposé. Pourquoi vous avez pris un arrêté pour interdire? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'il est vraiment temps que la population et la communauté et tout le Bénin, en fait, puissent comprendre ce qui se passe. Et qu'un fils, un gain ne peut pas aller contre sa culture. Il s'agit en réalité de Sosa Clément. Sosa Clément qui est un frère. Et depuis que je suis arrivé à la tête de la commune en 2020, il avait déjà des acquaintances d'altercation avec la communauté, surtout au niveau de l'arrondissement Agoué, d'où je suis en fait. Et ils étaient toujours à couteau tiré parce que, ils ne permettaient pas au conseil de régence de travailler comme cela se doit. 2, de par ces agissements, ils créent une situation d'instabilité, de peur. De quel agissement parlez-vous concrètement? Parlant d'agissement, il serait parti pour une cérémonie à Agbetika. Agbetika qui est dans le Togo. Et ça, c'est une cérémonie pour une divinité qui serait au niveau de sa famille. Il est parti pour les cérémonies. Il est revenu ici à Agoué. Et quand il est revenu, il est allé voir mon prédécesseur pour lui dire qu'il a envie de célébrer parce qu'il est parti, il est revenu, et qu'il serait le chef de sa collectivité. Oui, mais on ne peut pas lui interdire d'être le chef de sa collectivité. Alors, mais pour ce faire, pendant cette célébration, puisqu'il a été autorisé, il s'est aussitôt autoproclamé roi d'Agoué. D'accord. Roi d'Agoué. Vous savez, Agoué compte 41 divinités. Les 41 divinités sont à Agoué. D'accord? Dans cet arrondissement. Il s'est autoproclamé roi d'Agoué. Et il veut que tout le monde, jusqu'au régent qui est en place, lui fasse allégeance. Mais est-ce qu'il a eu le soutien? Alors, le soutien ne vient pas là. Vous savez, il n'a pas le soutien. C'est pourquoi ils sont au tribunal. Parce que, vous voyez, puisque personne n'a été ou n'est témoin de son choix. Deuxièmement, personne n'a assisté à son intronisation. Lorsque vous êtes roi, cela voudrait dire que vous avez été désigné par le processus que cela requiert, oui. Et vous avez été intronisé dans la communauté et vous avez votre palais là. Donc, du grand au petit, tout le monde sait qu'il y a eu désignation d'un roi, le choix d'un roi, porté par tout le monde de façon consensuelle. Ce roi doit être intronisé tel jour, on festoie. Ou bien, ce n'est pas le cas, mais personne ne l'a vu, personne n'a assisté à son intronisation, non plus à sa désignation. Et il s'est autoproclamé ainsi roi d'Agoué. Tout mon roi aussi. Vous suivez? Alors, donc, il a fait de sa maison le palais royal. Le palais royal d'Agoué. Et ça,
entre la communauté, ça n'allait pas. Avant que même moi je ne vienne. Puisqu'ils sont déjà au tribunal. Moi, je n'avais pas à interférer. Très rapidement, je vous coupe pas. Est-ce que Agoué avait un roi avant? Oui, Avant lui. enfin, lui, oui. Mais pour être roi, c'est qu'il faut être de la descendance. Folie Aon n'a jamais été roi à Agoué. Folie Aon n'a jamais été roi à Agoué. C'est-à-dire la famille. La famille Folie Aon n'a jamais été roi à Agoué pour que lui, il prétende être peut-être présumé descendant et devenir roi. Est-ce que vous voyez? Ah, là d'abord, c'est une usurpation flagrante. Deuxièmement, lorsqu'ils ont fait tout le temps les couloirs du tribunal, mais en 2021, il a été débouté. Il a été débouté. Il a été fait défense à avoir utilisé le titre de roi et attribut de roi. Et à ce jour, c'est là, il a fait appel, il a été encore débouté pour ce titre de roi d'Agoué. Mais jusqu'à ce jour, sa maison porte toujours palais royal. Or, c'est dit, je pense même que cette décision doit être exécutée. Il faut qu'on donne force exécutoire à cette décision. Parce qu'il ne doit plus avoir avec lui l'effigie de roi. Mais il continue par le faire. Et la communauté est tellement... Mais qu'en dit la descendance du royaume d'Agoué? Mais c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés au tribunal. C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette usurpation qu'ils se sont retrouvés au tribunal pendant des années. Et que ce n'est qu'en 2021 que le verdict est tombé. J'ai la copie. Est-ce que le verdict? On ne le reconnaît pas roi. Et c'est pourquoi on lui dit, si on le voit encore, d'abord porter ce titre, et si on le voit encore avec les attributs de roi, tout ce qui doit payer comme amende par jour est là. Et on suppose que c'est parce qu'il ne respecte pas cela que vous avez pris Non, je suis en train de vous relater un peu l'histoire pour que vous compreniez exactement ce que c'est. Ça a été la première phase. Alors, quand il a été débouté, il s'est calmé. Il y a un autre, lui aussi, il s'appelle Patak Patakou. Lui, il est Nekwe, d'accord, de mère. Il est Da Silva, de père. Alors, il s'est autoproclamé, lui, roi des gains. Le titre que Sosa est en train de porter présentement. Il s'est autoproclamé. Lui, avec la famille Nekwe, ils sont rentrés en conflit. Ils sont au tribunal. Il a été débouté. Est-ce que vous voyez? Alors, quand Sosa a échoué ici, il s'est calmé un peu. Maintenant, il a ressorti ses gants pour attaquer Patak Patakou, pour dire que le titre là qu'il porte, roi des gains, que c'est son titre. Vous imaginez un peu la scène, je ne sais quelle scène de Molière à laquelle il joue. Il attaque maintenant Patak Patakou. Ils sont au tribunal présentement. Même le 4 septembre passé, ils étaient encore au tribunal. Le dossier est pendant sur la table au tribunal. Et voilà, il a introduit un dossier au ministère de l'Intérieur pour dire qu'il est le président de la communauté nationale du peuple Guinmina au Bénin. Il a reçu, effectivement, le récépissé. Donc, il est le président de cette communauté. Moi, je ne lui en veux pas pour ça. Mais non. Mais lorsqu'il a voulu, d'abord, la prise de la pierre sacrée a eu lieu le 29 passé. Je pense que nous sommes à cet endroit. 29 août. 29 août. Oui. La prise de la pierre sacrée. Juste après ça, Yekeke a été célébré. Les 2 premières semaines. Mais c'est dit également que chaque famille peut célébrer quand il voudra. Est-ce que vous voyez? Il y a eu la fête nationale, enfin, dans la populaire. Il y a eu maintenant, on est à une phase où chaque famille célèbre maintenant dans sa famille cette fête-là. Et lui,
il a envoyé une carte d'invitation. Il m'a invité. Il m'a également invité. Mais sur la carte d'invitation, je lis président, non, je lis roi des gains, roi de la communauté nationale du peuple gain Mina au Bénin. Le récépissé qu'il a eu portait président. Vous voyez un peu l'imagination, vraiment malsaine. Sur le récépissé, il y a président et sur sa carte d'invitation, il met le roi. Il met le roi. Donc, c'est ça qui vous a amené à prendre cette décision. Mais non seulement ça, il faut dire que depuis 2021, il y a une décision des inscriptions, arrêtez, décision que nous avons reçue de l'hiérarchie pour dire, et je pense que c'est d'ailleurs salutaire, et c'est pour ça que je tiens à remercier le président Talon, pour dire il n'y a plus question de choix, d'intronisation au niveau des chefferies et non plus au niveau des royautés, de la royauté. Ce qui voudrait dire que, et ceci c'est une interdiction jusqu'à nouvel ordre, parce que le président, avec tout ce qui se passe, et nous savons que le cas de Sosa n'est pas l'unique au niveau du Bénin. On en connaît, il y en a plein. Mais le président a dit, le président a voulu, de par ses réformes, assainir cette corporation, ce qui est tout à fait normal et salutaire. D'où il ne doit pas avoir désignation de chef de famille, de chef de collectivité, non plus désignation de roi, non plus introduction, non plus intronisation de roi. Mais et c'est dans cette période que lui va se faire, il devient roi. Mais tout à l'heure, Jocelyn Ayi vous avez dit Clément Sosa, oui. c'est bien ça vous dites. Alors, il est gain comme vous êtes gain, donc c'est un frère. Je l'ai appelé frère tout à l'heure. Oui, vous n'êtes pas arrivé en tant qu'autorité communale de le convoquer, de chercher à discuter avec lui pour comprendre véritablement? Mais je vous dis, lorsque j'ai reçu son invitation, d'abord il faut dire que je n'ai pas reçu en premier, il m'a laissé moi mon invitation au bureau. C'est la chef d'arrondissement d'Agoué qui m'a interpellé en premier pour dire qu'elle vient de recevoir une invitation de sa part. Et déjà, elle a relevé sur l'invitation et elle lui a écrit. Elle lui a répondu par rapport à l'invitation. Est-ce que vous voyez? Mais quand elle m'a montré, j'ai dit, bon, ok, moi-même, il ne m'a pas invité parce que je n'ai pas reçu de carte. C'est quand moi je suis retourné au bureau que j'ai constaté que j'ai également la même invitation. Alors, de ce pas, l'invitation est arrivée le jeudi soir, je l'ai eu. Moi, j'ai fait envoyer un message. Et ceci, à son endroit, par le commissaire. Le commissaire de Grand Boubou? De police, d'Agoué, du commissariat d'Agoué. Mais lorsqu'il a reçu le message, il dit au commissaire que lui, ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Que lui, là, c'est une invitation qu'il a envoyée. Si il doit être autorisé à manifester ou pas, pourquoi il doit manifester, s'il est roi ou pas, ce n'est pas de ça qu'il est question. Qu'il a juste invité. Donc, on n'a qu'à exécuter, à participer à son invitation. C'est ça, en fait, la conclusion. La déduction, c'est ça. Mais je dis maintenant, non seulement il a violé d'abord la décision qui a été prise, parce que nous aussi avons reçu cette décision, nous avons publié cette décision, il a violé cette décision de ne pas chercher à introniser, à désigner chef famille ou introniser un roi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Vu déjà que le titre a commencé par susciter dans la réunion, au cœur de la communauté des réactions, je suis garant non seulement du bien-être, mais également de la quiétude et de la sécurité de la communauté. La police administrative, c'est le maire qui l'a. Est-ce que vous voyez? Alors, j'ai dit, dans ce cas, ça ne peut pas se passer parce que les réactions que je suis en train d'entendre et ce que je suis en train de voir venir dans la communauté risquent de susciter
un conflit, des réactions qui pourraient nous amener à des dimensions démesurées. Donc pour ça, il vaut mieux alors calmer les esprits et lui demander de surseoir à son programme et de nous approcher pour qu'on puisse échanger. Mais le connaissant, non. Mais si moi je vous dis qu'en 2021, c'est comme ça, il a utilisé les journaux. Et c'est pourquoi je voudrais quand même qu'au sein de cette corporation, qu'il y ait quand même que nos frères puissent chercher à comprendre de quoi il est question avant de se mettre à écrire. Il m'a vilipendé dans les journaux. Je n'ai pas voulu. Ceux qui ont fait ça, les journaux qui ont publié, je suis allé à connaître tous ceux-là, les directeurs de publication et autres. Mais je n'ai pas cherché à agir autrement. J'ai dit, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il est question. Et lui-même, dans une posture de ne jamais dire la vérité, il les emballe. Mais eux, ils ne savent pas dans quoi il les emballe. Mais vous n'avez pas cherché à démonter. On fait un problème. Non, mais je n'ai pas cherché parce que je dis, ben, pour moi, ce n'est pas encore, ce n'est pas aussi préoccupant parce que déjà, il est au tribunal. D'accord. Cela me pousse à demander, est-ce qu'avec ce problème, cette situation qui se pose là, et l'interdiction que vous avez actée et tout, est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus d'autres éditions de célébration? Mais il y a eu édition de célébration il y a quelqu'un. Oui, d'autres éditions. Il y en aura. C'est une fête identitaire, un peu comme il y a que Novicha. Et vous voyez, Novicha, je crois, on est dans la 103e édition. Mais il y a quelqu'un, ça fait la 161e édition. 361e édition. 361e, oui. Est-ce que vous voyez? Donc, cette fête, elle est tellement vieille que ce n'est pas aujourd'hui que nous allons chercher à dire ou à trouver les noises par rapport à ça. Non, il y en aura. Mais s'il tient à toujours célébrer dans ces conditions, ça ne pourra pas se faire. Parce que nous ne sommes pas au marché. Nous ne sommes pas au marché. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est la quiétude de la communauté. Et il faudrait qu'il soit en communion avec cette communauté. S'il porte vraiment cette communauté, il doit cesser de faire ça. Ce que tu as tenté en tant que roi d'Agoué, on sait d'où tu as été choisi, d'où tu as été intronisé. Et les 2 pieds joints, tu viens descendre à Agoué pour dire que tu es roi, du jour au lendemain. Et c'est exactement ce qu'il vient de faire. J'ai rencontré le dimanche passé le régent de Glidji. Parce que sur toute sa ligne, il ne fait que dire de compte vérité. Le régent de Glidji, on était assis le dimanche passé, comme ça, tel que nous sommes. Et on a discuté de ça. Il a reconnu que c'est lui, en fait, qui lui a fait les cérémonies d'Akwetikot dont je parle ici. Et je lui ai posé la question de savoir, mais lorsqu'il s'est autoproclamé roi d'Agoué, et pourquoi vous ne l'avez pas demandé, puisque c'est vous qui avez conduit les cérémonies, pourquoi vous ne l'avez pas demandé comment est-il devenu roi d'Agoué? Alors pour cette fois-ci, le régent de Glidji vient d'être intronisé. Sur quoi? Il est en train de faire 1 an. Et déjà, il est rentré dans son pantalon comme les poux. Et il s'est fait positionner. Mais j'ai échangé véritablement avec le régent. Et le régent a cru à tout ce qu'il lui disait comme si c'était un homme. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à rencontrer votre frère, à le rencontrer physiquement? Oui, pour en parler. Mais je viens de vous dire tout à l'heure que ce qu'il vient de faire, par rapport à ce qu'il a fait l'année passée, c'est pratiquement les mêmes choses. Et toutes mes tentatives à ce qu'on puisse discuter, parler de ça, puisque en fait, je ne pourrais non plus dire que je vais cautionner ce qu'il fait, parce que toute la communauté... Oui, ça n'est pas de cautionner, mais d'échanger entre frères... Pour lui montrer que ce qu'il fait n'est pas bon. Pas pour lui montrer, mais peut-être pour comprendre les motivations, ou peut-être... Bon. Mais vous savez quoi? Dommage que je n'ai pas avec moi ici tout ce qu'il dit, tout ce que c'est, ce que je vais appeler, je ne sais même pas quel nom leur donner, tout ce qu'ils disent. Je vous ai dit combien de fois il m'a vilipendé. Mais vous n'en faites pas un problème de personne. Mais non, pas du tout. Invité-le, il ne vient jamais. Je sais qu'on l'a invité, il ne s'est jamais présenté. Où? À la mairie. Je ne peux pas l'amener comme ça là.
parce qu'on veut discuter en frère. Et je veux comprendre un peu l'inspiration. D'où est-ce qu'il tire l'inspiration? Est-ce que ce n'est que de cette façon seul qu'il pense qu'il pourrait satisfaire son inspiration? Il n'a jamais voulu, il ne répond jamais. Je sais également que la chef d'arrondissement d'Agué a fait. Et par la suite, c'est des injures qu'il a envoyées, qu'il a fait servir. Un homme comme ça, qui se dit roi, mais il sort de ces énormités, vous n'allez pas comprendre. Je crois qu'on va quand même rester, on va avoir foi à ce que la justice dira sur les dossiers qui sont pendant devant elle. C'était une petite digression quand même qui a été assez longue. Je voudrais bien dire et expliquer que mon refus, ce n'est pas un problème de personne, mais c'est par rapport aux instructions que moi j'ai reçues, qui retracent ou qui induisent des interdits de choix de roi, d'intronisation de roi, au niveau des royautés, mais également au niveau des chefferies. Instructions reçues par où? Qui? Le gouvernement? Le préfet? Mais du gouvernement, c'est pas du préfet, c'est du gouvernement. Mais que dit le préfet face à cette situation? Mais qu'est-ce que le préfet constate, et le préfet a constaté la bévue qu'il est en train de commettre. Le préfet a une responsabilité à prendre? Une fois, mais bien entendu, et il a joué son rôle, sa partition. Une fois que on te dit que la période que nous traversons, c'est interdit d'aller à ses fins, jusqu'à ce que la sanction, cet interdit soit levé, il faut pouvoir, si tu es citoyen, il faut pouvoir respecter. Est-ce qu'on peut vouloir fouler au sol les règles de la nation et se dire citoyen? Merci à vous, Jocelyn Haï. C'était une petite digression, comme je disais tantôt, mais qui a quand même pris assez de temps. Alors, très rapidement, on va dire quand même un mot sur le tourisme et la protection côtière. Derrière on sait qu'à Grand Popo, il y a quand même ces bonnes dames-là qui font du sel. On sait qu'à Grand Popo, il y a quand même assez de cours d'eau. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a l'océan, il y a le lac, il y a la lagune. Alors, le tourisme à Grand Popo, il est beaucoup plus accentué où? Oui, mais vous savez que Grand Popo, je disais tout à l'heure, je parlais de la richesse de Grand Popo. Nous avons d'abord, que ce soit au niveau culturel, nous avons cette richesse-là. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes entourés d'eau. Et lorsque nous prenons déjà cette partie, il faut voir tout ce que nous avons déjà à pouvoir exploiter. Et vous savez que le chef de l'État, aujourd'hui, donne tellement d'importance au tourisme que l'investissement sur cet axe est colossal. Grand Popo, je dis, nous avons travaillé et nous continuons à travailler. Tout ce qu'il faut pour accompagner cette politique, cette dynamique du gouvernement, nous y travaillons également à notre niveau. Nous savons tous les sites touristiques que nous avons, que nous pouvons transformer, à décliner en termes d'objectifs de ce que nous voulons que chaque site soit. Est-ce que vous voyez? C'est aussi vrai que c'est une question de moyens, mais nous avons décidé d'aller vers les sites qui ne vont pas nous demander beaucoup de moyens pour l'instant. Nous avons, pour continuer à travailler et à nous apprêter par rapport à tout ce que WIDA deviendra très prochainement, nous avons travaillé à assainir également la coopération. Tout d'abord le service autour du tourisme, les guides, nous les avons mis en association. Ils ont eu des formations et continuent d'avoir des formations. Et comment aller sur le terrain, comment se comporter, comment faire visiter, comment recevoir désormais les visiteurs. Nous avons déjà travaillé avec eux. Et comment ça va se faire? Et nous avons mis en place un plan d'assainissement. Nous avons mis en place un comité qui désormais gère ça. Monsieur le maire, on parlait tout à l'heure, vous l'avez dit, on le sait tous, le chef de l'État, il dépense, il investit beaucoup dans le secteur du tourisme. Et quelle part revient à Grand Popo?
Mais vous savez, la part qui revient à Grand Popo, elle est également énorme. Hein. Vous voyez les travaux sur la côte, la protection côtière. Les avantages, ça repousse l'eau. Deuxièmement, nous avons gagné du terrain, de l'espace au niveau de la berge. Troisièmement, cet espace est appelé à être un espace comment dit-on, un espace qui doit nous aider socialement comme économiquement. Donc c'est un espace que nous aurons à animer. Et ceci par la mise en place des infrastructures récréo-touristiques. Donc nous avons déjà, en élaboration, celle-ci est presque terminée d'ailleurs, un plan d'aménagement pour cet espace où tout opérateur, tout citoyen qui a un projet dans ce sens peut ramener et à la lecture ou à croiser avec le plan d'aménagement que nous avons, c'est à concordance, et est autorisé à mener une activité, mais avec tout ce qu'il faut comme sécurité et également respect de l'écosystème. Respect de l'écosystème. Alors, le temps que vous êtes parti arrive progressivement à échéance, il s'égrène progressivement. La réforme du système, pourquoi du système, pardon, du secteur de la décentralisation? J'y arrive enfin, Jocelyn Aïe, vous êtes au plein cœur, vous êtes un acteur de cette réforme-là, vous l'expérimentez au jour le jour. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, lorsqu'on on la regarde dans son ensemble, est-elle une bonne réforme pour vous? Merci. C'est une question qui va toujours revenir. Vous savez, les réformes ont été pensées par le chef de l'État, qui est avant tout un être humain. Et vous savez que l'être humain, ce n'est pas tout ce que l'être humain fait qui est parfait. Nous avons connu ces réformes. Nous sommes en train de, je vais dire, d'exercer tout en évaluant ces réformes. Alors, ces réformes ont leur côté positif comme leur côté négatif. En tout cas, quand la réforme de la décentralisation a été mise en place, vos collègues maires l'ont boudé. Bien sûr. Et donc, je me permets quand même de demander, est-ce que chez vous n'avez quand même pas dit que chez vous c'était la lune de miel? Non, je n'ai jamais dit ça. C'est vrai que les collègues ont boudé, et puis les aspects sur lesquels ils ont boudé, on les connaît. Et nous voyons que ces aspects, en réalité, ils ont raison de le faire. Nous venons de faire 2 ans. Donc, on a expérimenté les réformes, les tests qui régissent les réformes pendant 2 ans. Et nous sommes parvenus à ressortir des insuffisances. Et ces insuffisances, je pense que ces insuffisances seront mises sur table pour être évaluées. Alors, ceci, je salue au passage déjà parce que la semaine dernière, un pareil exercice a eu lieu déjà entre la fêtière de la NCB avec la cellule. Et la NCB a ressorti d'abord tout ce qui pose problème et la cellule a eu le temps de les enregistrer, apporter des réponses qu'elle peut apporter sur place, mais a promis revenir parce que dans un creuset beaucoup plus large, le sujet sera débattu. Donc nous-mêmes, nous avons contribué. Alors, il y a une question quand même que beaucoup de gens se posent. Entre le maire et le secrétaire exécutif, qui est le patron? Oui, je pense qu'il faut lever l'équivoque au niveau de la communauté. C'est le maire. Puisque c'est le maire qui a signé le contrat du secrétaire exécutif. Mais est-ce que dans la réalité, il est vraiment le patron? Mais vous savez, aujourd'hui, les tests l'ont spécifié. Le secrétaire exécutif, c'est lui le responsable de l'administration. Et le maire, toujours. Et le maire, lui, j'ai qui? Le maire, ses collègues conseillers, exclusivement? Non. Le secrétaire n'a pas un bras politique, c'est un bras technique. Oui. Alors, vous allez constater que il y a eu redéploiement des cadres techniques au niveau des communes. Et la secrétaire, en plus des agents qui sont là présents au niveau des mairies, en plus des cadres techniques qui sont arrivés, c'est le secrétaire exécutif qui les gère en tant que responsable de l'administration. Le maire demeure l'organe
politique. Il faut faire la part dessus. Oui, on parle d'organe politique. L'organe politique, Qu'est-ce qui y figure spécifiquement? l'organe ayant la police, j'ai dit la police administrative. Alors, le maire, en réalité, ne se gère pas dans le couloir du secrétaire par rapport aux agents, par rapport aux cadres qui sont là. Il ne peut pas faire de suggestions même? Si, le maire peut faire des suggestions au secrétaire. Mais est-ce qu'il est tenu de prendre en compte ces suggestions-là? Mais si il ne pense pas que les suggestions sont pertinentes selon lui, si elle ne le fait pas, donc il n'est pas tenu de le prendre en compte. Elle l'a fait, on verra, parce que c'est elle qui sera évaluée. Mais c'est pour ça que je me permets de vous demander, est-ce que le maire a toujours le dernier mot? Bien sûr, puisque en réalité c'est le conseil de supervision composé des présidents des commissions et du maire et ses adjoints qui évaluent le secrétaire exécutif. Et ceci, non seulement elle présente un rapport mensuel de ses activités qui est examiné. Vous pouvez entendre qu'il y a des rapports qui sont projetés par des conseillers. Alors, donc, à la fin de l'année, on l'évalue sur le rendement, sur ce qu'elle fait. Mais est-ce que le maire peut faire partie secrétaire exécutif? C'est le maire? Oui, lorsqu'il voit que peut-être la collaboration n'est pas bonne. Je vais être franc avec vous. Les tests l'ont prévu. Mais la démarche, complexe. Parce qu'il faut forcément que le maire, à un moment donné, rende compte et prouve ce qu'il reproche au secrétaire. Et en ressort... il apporte la preuve à qui? Au ministre de la décentralisation? Et au ministre de la décentralisation, au préfet, et puis à la cellule, qui est la cellule de contrôle de gestion des communes. Et si je suppose que c'est une faute, que le secrétaire commet et que le maire trouve que c'est une faute lourde qui peut engendrer son licenciement, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait également un œil. Le même point de vue. Au niveau de la cellule, au niveau du ministère, au niveau du préfet, qu'on constate réellement qu'elle est lourde pour pouvoir donner raison au maire. Donc, mais il faut forcément ce cheminement pour que cela s'établisse. Donc, j'estime que le vrai goulot d'étranglement de cette réforme-là, c'est dans les rapports que doivent avoir le maire et le secrétaire exécutif. À tel enseigne que pour la plupart de ces communes-là, les deux sont comme des chiens et chats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette réforme dont le diagnostic est partagé soit davantage fécond? Vous savez, pour celui qui vraiment maîtrise les tests et qui comprend les résultats que nous attendons, le vrai nœud, en fait, ce n'est pas le secrétaire et le maire. Le vrai nœud, c'est le secrétaire et les cadres techniques. Parce qu'il faut qu'à ce niveau, qu'il y ait la cohésion. Il faut qu'à ce niveau, qu'il y ait le consensus. Parce que nous proposons. Nous avons une vision que nous portons à travers notre plan de développement communal. Mais c'est cette équipe-là qui doit réaliser tout ce que nous voulons. Et lorsqu'il n'y a pas consensus entre cette équipe, vous voyez, tout traîne. Tout est lent. Et vous n'avez pas atteint ce que vous voulez. Alors, il nous arrive d'interpeller le secrétaire et de lui parler, de lui dire les constats que nous faisons et définir avec lui les moyens par lesquels cela peut être réglé. Si le secrétaire comprend et sait que vraiment il y a une situation comme ça où arriver à établir ce que nous disons, la vérité, et ici mais c'est bon. Mais nous en fait, on est limité. Mais le mal, c'est quoi? La lenteur de cette équipe, l'incohésion de cette équipe fait que nous avons des problèmes. Parce que demain, c'est nous qui allons rendre compte. Nous avons de l'argent, nous avons mobilisé suffisamment de ressources dans la caisse. Mais ce n'est pas de ça que la communauté a besoin. La communauté a besoin de voir ce que nous avons pu réaliser avec si tant de mobilisation que nous avons eu. Mais si l'équipe qui est là, cette équipe, ne travaille pas de façon consensuelle et de façon vraiment assidue, on n'aura pas les réalisations.
Parce que nous ne sommes pas des techniciens. Et ils sont les cas techniques. Pour construire, on lance, je dis, juste un exemple, je donne. Nous lançons un projet. Et il faut le processus de marché public pour aller à l'aboutissement. Maintenant, la mise en œuvre. Tout ça a des délais. Vous voyez? Mais si, entre eux, ils ne s'entendent pas pour que le dossier quitte cette table pour aller sur l'autre table, ou que ça vient ici, ça passe tout le temps. Mais le secrétaire ne se rend pas compte qu'il y a cette lenteur au niveau de la gestion au sein de l'équipe qu'il dirige. Vous voyez qu'il y a problème. Donc, nous sommes obligés, nous, de faire la veille permanente. Nous devenons également des gardiens pour non seulement leur mettre cette pression pour qu'ils aillent vite et bien. Sinon, demain, c'est nous qui serons les seuls à nous retrouver en face de la communauté. Alors, monsieur le maire, je me permets de vous demander encore, en tant que gardien, pensez-vous qu'à long terme, cette réforme a des chances d'aboutir à de bons résultats à long terme? Bon, comme j'ai dit que tout ce que nous avons comme outil présentement présente également des insuffisances, c'est qu'il faut des hommes bien, comme je l'ai dit, axés et pointus pour aller vers ces corrections et voir les touches apportées. Mais également que les cartes techniques qu'on nous envoie, que ces cartes techniques puissent bien travailler, appuyer le secrétaire qui est leur responsable, premier responsable, pour qu'on puisse avancer. Si ce n'est pas le cas, je ne pense pas qu'on puisse atteindre les objectifs. Et là, tout de suite, là, après 2 ans, moi je vous dis qu'il faut remettre en cause ces tests-là. Il faut remettre en cause. Il faut les questionner encore et voir les améliorer pour pouvoir les adapter. Après 2 ans. On a déjà fait 2 ans avec les tests-là. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une rencontre entre la fêtière, la NCB et la cellule pour que déjà nous, maires, tout ce que nous avons constaté, qu'on a reversé à la fêtière et que la fêtière partage avec la cellule, que la cellule puisse s'organiser et voir quand est-ce que, et ceux-là qui pourront se retrouver pour y travailler, pour qu'on ait un outil encore un peu plus amélioré. Merci. Merci à vous, Jocelyn Haïs. C'est un rituel au cours de cet entretien. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dit un mot à toute la population de Grand Popo, les citoyens de Grand Popo qui sont tant sur le territoire national que ceux qui se retrouvent hors du territoire national, qui ont bien reçu cet entretien, vu que vous êtes venu parler du développement de leur commune très chère. Toutes les personnes qui partagent l'air culturel avec vous, toutes ces personnes qui sont quand même des sympathisants de votre modeste personne, un message à l'endroit de tout ceci. Merci à vous. Je commence d'abord par vous. En tant que journaliste et également le promoteur de cette chaîne télévisuelle, je commence par vous dire merci. Merci. Par vous souhaiter la longévité. Et je descends vers ma commune, je salue toute la commune. Je salue filles et fils de cette commune, que ce soit de la diaspora, que d'ici d'ailleurs. Je voudrais leur dire merci pour leur soutien permanent, sans oublier autour de moi ce rideau sécuritaire. Je voulais parler des conseillers avec qui je travaille jour et nuit, qui ne manquent pas de m'apporter leur soutien. Bien entendu qu'à des moments donnés, il y a des sujets sur lesquels nous n'arrivons pas toujours à nous entendre, mais on finit toujours par avoir la porte de sortie. Je tiens à les remercier et à leur demander de toujours rester dans cette dynamique pour qu'on puisse continuer. Parce que ce n'est pas nous qui comptons, c'est la communauté. Et nous avons reçu le mandat de cette communauté. Et il faut qu'on puisse laisser, comme cela se doit, un héritage en bonne et due forme à la génération future. Je finirai par dire merci au président de la République avec tous les ministères transversaux avec qui nous travaillons, pour leur dire merci pour le soutien, parce que nous avons également des compétences partagées où le soutien de l'État vient pour appuyer tout ce que nous faisons, et nous également la part que nous avons à apporter pour que les infrastructures puissent être implantées dans nos espaces et que la communauté puisse jouir de tous ces efforts
je tiens également à leur dire merci, à souhaiter la santé à tout et chacun de nous et à vous dire que nous restons toujours disponibles à vos appels et également dire à la communauté, surtout communauté Guin-Mina, de se calmer, de rester assez confiant et de savoir que nous sommes des hommes, nous sommes des humains et qu'il peut arriver qu'il y ait ces mésententes, mais qu'il y aura forcément une issue qui va ramener la paix à la maison et que chacun de nous, on pourra se retrouver, festoyer comme cela se doit. Merci bien. Merci à vous, Jocelyn Aïe. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que notre invité, qui est le maire de la commune de Grand Popo, lorsqu'il a été interrogé par ma collègue Amélie Gaël-Laibi sur comment la rentrée scolaire 2024-2025 a démarré dans la commune de Grand Popo, pour lui, cela s'est passé dans de bonnes conditions, mais il a mentionné néanmoins dans ses propos que les écoles ont besoin d'un peu de retouche ça et là pour que véritablement les enfants puissent étudier dans de très bonnes conditions. Il remercie au passage le gouvernement et le ministère de l'Éducation pour tous les efforts qui ont été déployés en vue de garantir une bonne rentrée scolaire apaisée aux apprenants. Il a fait savoir au cours de cet entretien qu'il projette une inspection dans les différentes écoles de Grand Popo afin de prévenir éventuellement de situations qui pourraient être des entraves au bon déroulement de l'année scolaire. Il a fait savoir que Grand Popo est une commune qui est entourée par l'eau. Il y a l'océan, il y a le fleuve Mono, il y a la lagune, il y a le lac. Et il a fait savoir qu'il y a un comité à Grand Popo, un comité qui veille aux catastrophes. Et cela travaille en étroite relation et collaboration avec le ministère du cadre de vie, qu'il a salué au passage. Il a eu à exposer un peu la situation dans quelques écoles et a fait part des dispositions de prévention qui sont prises de part et d'autre afin de contenir le mal. Il remercie une fois encore le gouvernement pour l'activation des relais communautaires de santé. Il a eu à vanter au cours de cet entretien notamment leur utilité au sein de la communauté, notamment en ce qui concerne les soins de santé. Il nous a fait savoir au cours de cet entretien que le peuple Guin a sa racine à Agoué, sa racine culturelle à Agoué, et que Agoué, l'arrondissement d'Agoué compte autant pour moi 41 divinités. Lorsque Billy a été interrogé sur cette décision qu'il a prise d'interdire une fête de Yeke Yeke, il a fait savoir que cela résulte du fait qu'un frère Guin s'est autoproclamé roi d'Agoué alors que personne n'a assisté à son intronisation, personne n'a connaissance même du processus qui a conduit à sa désignation. Il a fait part un peu au cours de son argumentaire de l'historique de la fête de Yeke Yeke et également les enjeux qui y concourent. Il a exposé notamment les fondements de l'interdiction de sa décision. Il a rappelé qu'en tant que maire, il est garant de la police administrative et qu'il a invité plusieurs fois le protagoniste, mais celui-ci ne s'est pas rendu à la mairie pour que véritablement des échanges soient effectués, puisque lorsqu'il y a mésentente, il n'y a que par le dialogue qu'on puisse trouver une solution bénéfique à toutes les parties en conflit. Lorsque il parlait également des potentialités touristiques de Grand Popo, il a fait savoir que Grand Popo est riche sur le plan culturel et cultuel. Il a eu à évoquer les travaux de la protection côtière qui ont été enclenchés par le gouvernement et qui se poursuivent. Pour lui, c'est un effort louable qui mérite d'être salué et il est véritablement en phase avec cela. Il a parlé également de la décision du gouvernement qui interdit les intronisations de part et d'autre, ceci en droite ligne avec la réforme de la chefferie traditionnelle. Il a évoqué également et il a fait savoir que sa décision est bien évidemment motivée par cette volonté du gouvernement. Lorsqu'il a été interrogé sur la réforme du secteur de la décentralisation, dans son argumentaire, il salue le dynamisme de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Il a fait savoir que selon lui, le nœud de cette réforme, c'est les relations entre le secrétaire exécutif et les cadres techniques. Il a fait part de quelques dysfonctionnements, notamment observés, qui rend un peu très lent l'administration communale. Pour lui, il salue au passage le dynamisme de l'ANCB qu'on disait tantôt avec ses rapports avec la cellule de gestion des communes et il pense qu'après des années d'expérimentation, il faut remettre en cause ces textes. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle. Merci bien, très fidèle, très fidèle. Merci à vous, Billy Gaël-Laibi, pour avoir conduit avec moi cet entretien. Merci une fois encore à vous, Jocelyn Aïe, maire de la commune de Grand Popo. Merci à vous. Chers amis internautes, c'était l'invité de ce dimanche. Merci de votre attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV et prenez le rendez-vous de 19h pour le JT des JT.